Qu'est-ce qui peut écraser du métal comme s'il s'agissait de pâtes à modeler tiède? Une machine dont la force dépasse le poids de villes entières. Sa pression équivaut à une armée d'éléphants d'acier, empilés les uns sur les autres. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi l'humanité a-t-elle créé un tel monstre capable de défier les lois de la physique? Le secret de cette presse est enfoui plus profondément encore que ses fondations, qui s'enfoncent dans le sol sur des dizaines de mètres. Et si vous regardez jusqu'au bout, vous découvrirez un fait qui bouleversera votre vision de l'industrie aéronautique et spatiale. Mais qu'est-ce que cela représente réellement? 80 000 tonnes. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du poids de 80 000 voitures de tourisme compressées en un seul point, ou de la pression qu'exercerait une armée entière d'éléphants gigantesques se tenant les uns sur les autres. Ce colosse d'acier, mis en service en 2013, est la presse de forgeage la plus puissante au monde, surpassant toutes les réalisations antérieures. C'est un véritable géant qui atteint la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Sa base s'enfonce profondément dans le sol, tandis que sa partie supérieure s'élance vers le ciel, tel un gratte-ciel industriel. On dirait une machine tout droit sortie d'un film de science-fiction. Et pourtant, elle est absolument réelle et accomplit chaque jour son travail extraordinaire. Cette presse est conçue pour l'estampage de pièces exceptionnellement volumineuses et complexes, essentielles au secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale et de l'énergie. Il peut s'agir d'immenses panneaux pour des fuselages de fusées, d'éléments massifs d'ailes ou de fuselages d'avions, de composants de turbines pour centrales électriques, ou encore d'équipements pour réacteurs. L'histoire de ces presses géantes constitue une véritable épopée, étroitement liée à l'époque de la guerre froide. C'est précisément lorsque les États-Unis et l'URSS se livraient une compétition acharnée pour la domination dans la course spatiale et l'industrie militaire qu'est apparue la nécessité de structures métalliques ultra résistantes et monoblocs. Les Américains furent les premiers à construire des presses d'une puissance de 50 000 tonnes, leur permettant de créer de grandes pièces aéronautiques sans soudure, ce qui améliorait considérablement la fiabilité. L'Union soviétique ne tarda pas à répliquer, en créant une presse encore plus puissante de 75 000 tonnes, devenue elle aussi une légende de la pensée ingénieuse. Ces titans de leur époque représentaient le summum des technologies métallurgiques, symbole de la supériorité technique et de la puissance industrielle des superpuissances. Il s'agissait de véritables monstres, capables de façonner le métal avec une force qui semblait presque impossible. Mais la presse chinoise moderne a battu tous ses records, surpassant même le géant soviétique. Elle est capable d'écraser le métal, avec une force littéralement surhumaine. Sous cette presse, des ébauches métalliques chauffées à blanc, dont la masse peut atteindre des centaines de tonnes, c'est comme plusieurs dizaines de camions compressés en un seul morceau de métal, s'aplatissent comme de la pâte à modeler molle. Le métal, chauffé jusqu'à briller d'un éclat rouge ou jaune, subit une pression incroyable. Il ne se déforme pas simplement. Il s'écoule sous l'action de cette force colossale, lentement mais inexorablement, pour prendre la forme souhaitée, préalablement conçue. Ce n'est pas de la coulée, c'est du forgage, un procédé qui renforce la structure du métal, le rendant plus dense et plus résistant que n'importe quelle pièce moulée. C'est précisément cette capacité, fabriquer des pièces forgées monoblocs de dimensions gigantesques, qui constitue l'avantage principal et la caractéristique déterminante de telles presses. Imaginez, vous pouvez obtenir une grande poutre pour l'aile d'un avion ou un élément de coque de réacteur sans la moindre soudure. Les soudures,
aussi qualitatives soient-elles, représentent toujours des points de faiblesse potentiels dans les structures métalliques. Elles peuvent constituer des zones de concentration de contraintes, de fissures ou de corrosion. Dans les composants d'importance critique, où le prix de l'erreur peut être catastrophique, par exemple dans un avion à 10 000 mètres d'altitude ou dans une fusée spatiale, l'absence de soudure n'est pas simplement souhaitable, elle est absolument indispensable. Les pièces forgées monoblocs, formées sous une telle pression, possèdent une résistance inégalée, une structure homogène et une fiabilité maximale. Elles constituent le fondement pour la construction d'avions supersoniques, de fusées ultra puissantes, de vaisseaux spatiaux et de réacteurs nucléaires sûrs. Pour installer une presse d'une telle puissance, il a fallu construire non pas simplement des fondations, mais un véritable iceberg souterrain. La structure principale de la presse est enfouie profondément dans le sol, car les forces colossales qui s'exercent durant le forgeage génèrent des vibrations incroyables qu'il faut absorber. C'est comme bâtir les fondations d'un gratte-ciel, mais dans l'ordre inverse, en s'enfonçant dans les entrailles de la Terre sur des dizaines de mètres. L'installation même d'un tel équipement constitue une opération logistique plus complexe que le lancement d'une fusée spatiale. Les pièces de la presse arrivaient sur place par centaines, puis elles étaient assemblées sur site à l'aide de grues géantes et d'équipes d'ingénieurs qui travaillaient pendant des années. Par ailleurs, la force d'une presse de 80 000 tonnes ne représente pas simplement une pression, mais une transformation contrôlée du matériau au niveau microscopique. Sous une telle influence, la structure cristalline du métal se modifie. Les grains deviennent plus fins et plus denses, ce qui lui confère des propriétés mécaniques exceptionnelles. C'est comme améliorer le métal jusqu'à son niveau maximal. Il est également intéressant de noter que le fonctionnement d'un tel géant nécessite une quantité colossale d'énergie. Ce n'est pas simplement brancher une prise. Pour assurer le fonctionnement des pompes hydrauliques et maintenir une pression stable, il faut une centrale électrique puissante. Les systèmes de refroidissement, qui évacuent la chaleur du fluide hydraulique, sont tout aussi essentiels, car sous de telles charges, l'huile peut monter considérablement en température. Il s'agit d'un véritable écosystème d'ingénierie, où chaque élément joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'ensemble du système. Comme nous l'avons évoqué précédemment, plutôt que de souder de nombreuses petites plaques métalliques, la presse permet de créer une part importante de l'enveloppe à partir d'un seul bloc de métal. Cela rend la structure plus légère, plus résistante et davantage capable de supporter la fatigue des matériaux. Bien que la presse ne façonne pas les petites aubes de turbines, elle peut former de grands éléments de carter de turboréacteurs, capables de résister à des pressions et températures élevées. Au-delà du secteur aérospatial, où chaque kilogramme de poids et chaque millimètre de fissure peuvent avoir des conséquences catastrophiques, cette presse forge également des composants pour l'énergie nucléaire et thermique. Il peut s'agir de couvercles et d'enceintes ultra résistants pour les réacteurs, d'éléments de turbine, de générateurs et d'autres équipements fonctionnant sous pression extrême, à haute température et en milieu radioactif. Ici, l'intégrité et l'absence de défauts ne sont pas simplement une question d'efficacité, mais une question de sécurité pour des régions entières. On y fabrique également des arbres et des rotors pour les grands navires et les machines industrielles. Les installations de turbines géantes sur les navires de haute mer ou dans le secteur énergétique nécessitent des arbres ultra résistants, capables de supporter d'énormes couples de rotation et des charges de torsion colossales. Les pièces forgées produites sous une telle presse sont parfaitement adaptées à ces usages. Pourquoi une partie des vieux médicaments est-elle détruite, alors qu'une autre, revient dans le circuit ? Chaque jour, dans le monde entier,
On produit des centaines de milliers de tonnes de déchets médicaux, des seringues usagées, des ampoules vides, des tubes à essai pleins de sang, des gants chirurgicaux, des médicaments périmés. Mais tu t'es déjà demandé ce qu'ils deviennent ensuite ? Tu sais que certains de ces déchets peuvent rester dangereux pendant des années ? Et qu'une mauvaise élimination peut carrément provoquer des catastrophes écologiques. Aujourd'hui, on va jeter un œil derrière les portes des entreprises spécialisées, où des autoclaves, des fours à très haute température et même des réactions chimiques transforment des substances dangereuses en déchets inoffensifs. Comment on stérilise une seringue exactement ? Et quels sont les risques liés à une élimination illégale ? Reste bien avec nous, la suite c'est du très très lourd. Chaque année, aux États-Unis d'Amérique, on génère plus de 6 millions de tonnes de déchets médicaux. Et non, la majorité, c'est pas des produits ultra toxiques. La plupart du temps, on parle juste de gants, de bandages, de blouses, de serviettes, en contact avec des fluides biologiques. Mais tout ça, c'est considéré comme potentiellement infectieux, donc hors de question de les balancer à la poubelle classique. Dans chaque hôpital, clinique, cabinet dentaire, laboratoire ou centre vétérinaire, bref, partout où on soigne, il y a des zones clairement définies pour stocker temporairement les déchets. Les objets à risque, comme les seringues, aiguilles, ampoules, bistouris, sont mis dans des conteneurs rigides marqués « objets tranchants ». Ils sont hermétiques et surtout impossibles à percer. Les matériaux humides ou souples, comme les compresses, la gaze, les serviettes, vont dans des sacs spéciaux, souvent rouges ou jaunes, bien fermés. Dans les grands centres médicaux, on les ramasse tous les jours, voire plusieurs fois par semaine. Dans les plus petits, c'est une fois par semaine, ou toutes les 2. Les entreprises qui gèrent ces déchets viennent selon un planning précis. Elles embarquent les conteneurs pleins et laissent des neufs. Tout le trajet est suivi, enregistré, pour éviter toute fuite de substances dangereuses. Un gros hôpital, à lui seul, peut produire jusqu'à 5 tonnes de déchets médicaux par jour. À l'échelle nationale, les établissements américains représentent entre 15 et 20% des déchets biologiques dangereux de la planète. Et même si environ 85% de ces déchets ne sont pas infectieux, ils doivent quand même être traités avec sérieux. Après la collecte, tous les conteneurs sont envoyés vers des installations spécialisées, que ce soit des entreprises privées comme Stericycle ou Daniels Health ou des centres publics. La méthode la plus utilisée, la stérilisation à la vapeur sous pression. Les déchets sont placés dans des chambres hermétiques, puis exposés à de la vapeur, entre 120 et 1 et 134 degrés Celsius, sous 2 ou 3 atmosphères de pression. Le processus dure entre 30 et 60 minutes. Et là, plus de bactéries, plus de virus, plus de champignons. Une fois traité, ce type de déchet n'est plus dangereux. Il est jeté comme une ordure normale. Cette technique permet de traiter environ 30% des déchets médicaux, soit entre 300 000 et 400 000 tonnes par an. On parle ici de bandages, gaz, blouses, gants, serviettes après injection, seringues sans aiguille, pinces en plastique, tubes, petits contenants sans liquide, flacons usagés, pipettes, boîtes de pétri. Mais certains déchets, les plus risqués, doivent être incinérés. Et là, on monte à 800, voire 1200 degrés Celsius. Ce traitement réduit le volume des déchets de 90 à carrément 95%.
On incinère quoi? Des bouts de tissu, des organes, des membres amputés, des restes fétaux, des fluides biologiques en grande quantité, des médicaments périmés ou interdits, des vaccins, des produits hormonaux, des substances de chimiothérapie, et bien plus encore. Les déchets sont introduits dans le four via des trémies ou des vis sans fin, pour une alimentation continue. À l'intérieur des fours, il y a plusieurs niveaux de combustion. La première chambre brûle les déchets principaux. La chaleur y est telle qu'elle dégrade totalement les matières organiques. La deuxième chambre, elle, monte encore en température pour détruire les gaz résiduels et limiter les émissions nocives. Et ensuite, les gaz passent par des filtres qui éliminent les polluants. Dioxyde de soufre, oxyde d'azote, métaux lourds, fumée toxique. Les médicaments ont tous une date de péremption. Au-delà, certains deviennent moins efficaces, voire dangereux. Ceux à base de substances actives instables sont systématiquement détruits à l'expiration. Mais parfois, même périmés, certains restent efficaces, à condition d'avoir été bien stockés. Les médicaments non encore expirés, bien conservés, jamais ouverts, peuvent être remis sur le marché. Il existe des procédures précises. Les pharmacies peuvent récupérer des stocks non vendus, scellés, et les revendre. Mais sous contrôle strict. Et selon les pays ou les régions, les règles varient. Certains acceptent de remettre en circulation des médicaments considérés comme sûrs. D'autres interdisent totalement cette pratique. Il existe aussi des programmes de retour. Quand un patient arrête un traitement ou a des médicaments non utilisés, il peut les ramener en pharmacie. Ces médicaments peuvent être réutilisés ou éliminés correctement s'ils ne sont plus utilisables. Certains médicaments périmés ou ouverts sont parfois utilisés pour la recherche, pour tester leur stabilité ou leur efficacité au-delà de la date limite. On estime que jusqu'à 15% des médicaments vendus en pharmacie finissent jetés, car périmés. Vu la valeur du marché pharmaceutique mondial, cela représente chaque année des milliards d'euros de pertes. D'après certaines études, jusqu'à 90% des médicaments resteraient efficaces après leur date de péremption, si les conditions de stockage ont été respectées. Mais franchement, d'un point de vue humain, on ne conseille pas d'expérimenter avec ça. À moins d'une urgence vitale, bien sûr. Éliminer des médicaments, ça coûte cher. En Europe, où les règles sont très strictes, le traitement des médicaments périmés ou toxiques coûte des dizaines de millions d'euros par an. Alors évidemment, certaines entreprises cherchent à réduire leurs coûts. Le marché noir des déchets médicaux est estimé à plusieurs milliards de dollars par an. Même des sociétés officielles, pourtant agréées, enfreignent parfois la loi, en choisissant des méthodes moins chères, mais beaucoup moins sûres. Chaque année, dans le monde, on produit plus de 60 millions de tonnes d'aluminium. C'est le métal sans lequel on n'aurait ni avion, ni smartphone, ni même de fusée spatiale. Mais est-ce que tu savais que pour obtenir une seule tonne d'aluminium, il faut dépenser plus d'électricité que ce que consomme une maison en une année entière? Des fours incandescents aux bains électriques remplis de métal liquide. La production d'aluminium, franchement, ça ressemble plus à de la science-fiction qu'à de l'industrie classique. Prêt à plonger dans ce monde d'énergie, de puissance et de précision? Alors, allons-y.
La production d'aluminium, ça commence par l'extraction de la bauxite, qui est le minerai d'aluminium le plus courant dans la nature. La bauxite, en général, c'est un mélange d'hydroxyde d'aluminium, avec des oxydes de fer, de la silice et d'autres impuretés. Pour en extraire l'aluminium, il faut d'abord transformer la bauxite en alumine. Et pour ça, on utilise le procédé Bayer. Le procédé Bayer, ça démarre en broyant la bauxite très finement. Ensuite, ce minerai broyé est mélangé à une solution chaude d'hydroxyde de sodium. On appelle ça la soude caustique, à une température d'environ 200 degrés. Dans ces conditions, les oxydes d'aluminium de la bauxite se dissolvent, formant de l'aluminate de sodium, tandis que les impuretés qu'on ne veut pas, elles, restent sous forme de résidus solides insolubles. C'est la fameuse boue rouge. Après ça, on refroidit la solution obtenue, et l'hydroxyde d'aluminium commence à cristalliser. Ces cristaux, on les filtre et on les lave bien. Ensuite, on les chauffe à très haute température, autour de 1000 degrés, dans des fours spéciaux pour éliminer toute l'eau. Ce qui reste à la fin, c'est de l'alumine pur, une poudre blanche qui est la matière première essentielle pour l'étape suivante, l'électrolyse, qui va nous donner l'aluminium métal. L'électrolyse, c'est le processus clé dans la production d'aluminium, celui qui transforme l'alumine en aluminium métallique. Ça se passe dans des cuves d'électrolyse spéciales, remplies de cryolite fondu. La cryolite, elle sert de solvant pour l'alumine. Elle permet surtout d'abaisser la température de fusion de l'alumine de plus de 2000 degrés à environ 950 degrés, ce qui rend le processus beaucoup moins gourmand en énergie. C'est déjà ça. On ajoute donc l'alumine à la cryolite fondue dans la cuve, où elle se dissout. Puis, on fait passer un courant électrique super puissant à travers ce bain fondu. L'électrolyse va alors casser les molécules en leurs composants, l'aluminium et l'oxygène. Les atomes d'aluminium, qui sont chargés positivement, sont attirés par la cathode. C'est l'électrode négative, située au fond de la cuve. Là, ils se déposent sous forme de métal liquide pur. Pendant ce temps, les atomes d'oxygène sont attirés par l'anode, l'électrode positive faite en carbone. Sur l'anode, l'oxygène réagit avec le carbone, formant du dioxyde de carbone, CO2, qui s'échappe dans l'atmosphère. Cette étape, elle consomme une quantité phénoménale d'électricité. Pour produire une seule tonne d'aluminium, il faut en général environ 15 MWh. C'est pour ça que l'électrolyse est l'un des processus industriels les plus énergivores au monde. L'aluminium liquide, obtenu à la cathode, est ensuite collecté et transporté pour être coulé ou traité. C'est grâce à ce processus qu'on obtient ce métal de haute qualité utilisé dans l'automobile, l'aviation, la construction et plein d'autres domaines. L'aluminium qui sort de l'électrolyse contient encore quelques impuretés, comme du fer, du silicium et d'autres éléments qui pourraient affecter ses propriétés et limiter son utilisation. Pour éviter ça, l'aluminium passe par plusieurs étapes de purification. Première étape, éliminer les grosses inclusions mécaniquement. On fait passer l'aluminium fondu à travers des filtres spéciaux qui retiennent les particules solides. Ensuite, on le purifie dans des fours de traitement en ajoutant des réactifs chimiques spécifiques qui vont attraper les impuretés restantes. Ces réactifs réagissent avec les impuretés pour former un laitier léger, une sorte d'écume qui flotte à la surface du métal fondu et qu'on enlève ensuite. Deuxième étape, le dégazage. Dans l'aluminium fondu, il peut rester des gaz dissous, comme de l'hydrogène, qui créent des bulles, des porosités, et nuisent à la structure du métal. Pour virer ces gaz, on fait barboter des gaz inertes, comme l'argon, à travers le métal liquide, ou alors on met le bain sous vide. Ce processus assure une structure bien homogène
et augmente la résistance du matériau. Dernière étape de purification, le traitement électromagnétique. L'aluminium fondu est soumis à un champ magnétique qui aide à répartir uniformément les particules et améliore encore la qualité du métal. L'aluminium qu'on obtient à la fin est d'une grande pureté, généralement supérieure à 99%, ce qui le rend apte aux applications les plus exigeantes, comme l'aéronautique ou la fabrication de composants électroniques. Avant la fusion proprement dite, l'aluminium, qu'il soit neuf ou recyclé, est nettoyé de ses impuretés et saletés pour garantir la meilleure qualité possible du produit final. Le métal est chargé dans un four où il est chauffé progressivement jusqu'à devenir liquide. C'est important que le chauffage soit uniforme pour assurer l'homogénéité du métal et éviter la formation de films d'oxyde à la surface. La température de fusion de ce métal, c'est 660 degrés Celsius. Pour ça, on utilise généralement des fours à induction ou à gaz. Ça dépend des besoins et de la taille de l'usine. Pendant la fusion, on fait super gaffe à la sécurité. L'aluminium réagit facilement avec l'oxygène de l'air, formant une couche d'oxyde qui peut altérer ses propriétés. Donc, pour protéger le métal fondu de l'air ambiant, on utilise souvent des gaz inertes, comme l'argon, qui créent une atmosphère protectrice dans la chambre de fusion. Ça permet de minimiser les pertes de métal et d'améliorer sa qualité. Malin! Une fois que l'aluminium est complètement liquide, on le maintient à cette température jusqu'au moment de l'utiliser pour le coulage ou d'autres étapes de transformation. Le métal fondu est ensuite versé dans des moules pour créer des lingots qui serviront pour des opérations ultérieures, comme l'extrusion, le laminage ou la fabrication de pièces moulées. Le formage, ou moulage, c'est l'étape où l'aluminium fondu prend sa forme définitive en étant versé dans des moules spécialement préparés. Le type de moule dépend de la pièce qu'on veut fabriquer. Ça peut être un moule en sable, un moule métallique, appelé coquille, ou un moule en graphite. Chacun a ses avantages et ses spécificités. Les moules en sable sont les plus utilisés pour fabriquer des pièces grandes et complexes, ou pour des petites séries. On mélange du sable avec des liants pour créer un moule capable de résister aux températures élevées du métal fondu. Les pièces coulées comme ça ont une surface assez rugueuse, qui demande souvent une finition supplémentaire. Les moules métalliques, ou coquilles, sont faits en métal, comme l'acier ou la fonte, et servent à produire un grand nombre de pièces identiques. Ils garantissent une grande précision et une surface lisse au produit fini. C'est idéal pour les pièces utilisées dans l'automobile ou l'aéronautique, par exemple. Les moules en graphite, eux, sont utilisés pour fabriquer des pièces qui exigent une précision extrême ou une géométrie très complexe, comme dans l'électronique ou pour des composants spéciaux. Le graphite conduit mal la chaleur, ce qui permet de contrôler très finement la vitesse de refroidissement du métal. Léger comme une plume par rapport à l'acier, mais tout aussi résistant. Un métal qui ne craint ni la rouille, ni l'eau salée, et qui peut même vivre dans ton corps, sans provoquer la moindre allergie. C'est le titane. Mais comment, à partir de la roche qu'on appelle minerai, ce métal voit-il le jour? Plongeons ensemble dans son incroyable voyage. Le titane ne se trouve pas tout simplement à l'état pur, comme l'or ou l'argent. Il est caché dans des roches qu'on appelle le rutile et l'ilménite. Des pierres lourdes, sombres, qu'il faut extraire du sol. Des excavatrices géantes, de véritables titans de la construction, déchirent la terre sur des dizaines de mètres de profondeur. Leurs godets, de la taille d'une petite voiture,
s'enfonce dans le sol avec un rugissement, soulevant des tonnes de pierres, de sable et d'argile. Le ciel se charge de nuages de poussière, les moteurs grondent, le métal grince. Chaque mouvement de ces machines est une danse de puissance, où la précision se mêle à une force impressionnante. Des chaînes gigantesques, des systèmes hydrauliques agissent comme des muscles mécaniques, permettant à ces monstres de dompter même les roches les plus dures. Un véritable spectacle de technologie, où chaque coup de pelle nous rapproche des trésors de la Terre. Ce minerai, point de départ d'une grande aventure industrielle. Le minerai extrait peut peser des centaines de tonnes chaque jour. Mais avant tout, il faut le purifier. Enlever les pierres, le sable, le fer, grâce à des séparateurs magnétiques et gravitationnels. Imagine un tamis géant qui ne laisse passer que les particules dont on a besoin. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Le titane, dans le minerai, c'est comme un gâteau avec du chocolat et de la crème. Mais nous, on ne veut que la crème. Pour ça, on utilise le procédé Kroll, en 2 grandes étapes. On mélange le minerai avec du charbon, on le chauffe à une température extrême, plus de 1000 degrés Celsius, tout en y injectant du gaz chlore. Le chlore réagit avec le titane et l'oxygène présent dans la roche, formant une substance liquide, le tétrachlorure de titane. Cette substance est ensuite purifiée, jusqu'à devenir un gaz transparent et léger. Le processus dure plusieurs jours, avec une surveillance constante de la température et de l'atmosphère pour éviter toute oxydation. Le tétrachlorure purifié est ensuite acheminé dans une grande chambre hermétique. Là, il est mélangé avec du magnésium fondu, à une température dépassant 1500 degrés Celsius. Le magnésium capte le chlore, laissant derrière lui du titane pur sous forme de masse poreuse, qu'on appelle l'éponge de titane. Ce processus prend plusieurs jours et doit se faire à l'abri de l'air, car le titane réagit très vite avec l'oxygène. L'éponge de titane est ensuite refroidie, broyée, puis compressée en gros blocs. Ces blocs ressemblent à de grands cylindres, environ 8 cm de diamètre pour 35 cm de long, parfait pour le transport et les futures transformations. Une fois ces lingots de titane obtenus par fusion et moulage, on passe à l'étape suivante, la mise en forme. C'est là que le titane prend vie, sous forme de pièces pour l'aviation, la médecine, la mécanique et bien d'autres secteurs. On commence par chauffer les lingots à des températures élevées, autour de 950 degrés Celsius. Cette chaleur rend le métal plus malléable, plus facile à travailler, sans risque de fissure. Mais même chauffé, le titane reste incroyablement solide. Donc il faut des machines spéciales, des presses puissantes, capables de générer des forces énormes. L'une des méthodes les plus courantes pour transformer le titane, c'est le laminage. Les lingots passent entre des rouleaux, qui les aplatissent progressivement, donnant des feuilles minces et régulières. Ces feuilles de titane sont ensuite utilisées pour fabriquer des carlingues d'avion, des implants médicaux, des pièces de moteur et bien plus encore. En plus du laminage, on utilise aussi le forgage. Le titane est alors soumis à des pressions énormes pour prendre la forme voulue. Grâce au forgeage, la structure du métal devient plus dense, augmentant sa résistance et sa capacité à absorber les chocs. Idéal pour des pièces qui doivent fonctionner dans des conditions extrêmes, comme les moteurs d'avion.
Le titane peut aussi être plié, découpé et percé. Mais en raison de sa dureté, ces opérations nécessitent des outils spéciaux, souvent en diamant ou en carbure. La découpe se fait avec des disques diamantés ou des outils en carbure qui restent tranchants et résistants au titane. Le perçage, lui, doit se faire avec un refroidissement constant pour éviter toute surchauffe. Le titane a aussi la particularité de réagir avec l'air à haute température, formant une couche d'oxyde solide. C'est pourquoi toutes les opérations de chauffage et de mise en forme se font sous atmosphère contrôlée, sous vide ou avec des gaz inertes. Les avions et les vaisseaux spatiaux contiennent jusqu'à 30% de titane, parce qu'il est léger et supporte de grandes contraintes. Les implants en titane ne sont pas rejetés par le corps, ce qui les rend parfaits pour les prothèses, les implants dentaires et même les stimulateurs cardiaques. Les voitures de sport utilisent du titane pour être plus légères et plus rapides. Les turbines, les équipements chimiques, les navires, tout ça utilise du titane pour sa résistance à la corrosion. Et ce n'est pas tout. Le titane peut être fondu et réutilisé sans perdre ses propriétés. Sa légèreté aide à économiser du carburant dans les avions et les voitures, réduisant ainsi les émissions de gaz polluants. Les ingénieurs continuent d'inventer des méthodes plus économiques et écologiques pour produire ce métal incroyable. Mais la vraie révolution, c'est l'impression 3D avec du titane. L'avenir est déjà là. Au lieu de découper ou de forger le métal, on le fait pousser couche par couche, comme un puzzle en 3D. Avec cette technologie, on peut créer des formes complexes, des structures internes, légères mais solides, impossibles à obtenir par des méthodes traditionnelles. En impression 3D, chaque couche de poudre de titane est fondue au laser ou par un faisceau d'électrons. C'est pas juste une technologie, c'est l'avenir. Un avenir qui nous permet de fabriquer des pièces plus légères, plus résistantes et parfaitement adaptées aux exigences de l'aéronautique, de la médecine et même de l'exploration spatiale. Chaque année, dans le monde, on produit plus de 20 milliards de kilos de viande de poulet. C'est une échelle difficile à imaginer. Mais comment un simple poulet se transforme-t-il en ce morceau appétissant qui arrive sur votre table, au restaurant ou à la maison? Aujourd'hui, on va lever le voile sur les secrets de la production industrielle de poulet, de la sélection automatique jusqu'à cette croûte croustillante qui a conquis des millions de fans de KFC. Vous allez découvrir comment les technologies modernes, les robots et l'intelligence artificielle garantissent la qualité parfaite de chaque morceau. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est un processus de haute précision, où chaque étape est contrôlée, prêt à tout voir de vos propres yeux. Vous aimez le poulet frit de KFC autant que moi? Eh bien, tout commence avec une matière première de qualité. Les poulets sont fournis par de grandes entreprises agricoles américaines qui respectent des normes de sécurité et de qualité super strictes. Une fois arrivés à l'usine, les poulets passent par une série d'étapes de traitement automatisées et contrôlées qui assurent une qualité et une sécurité irréprochables du produit. D'abord, les poulets sont déchargés et dirigés vers des chaînes de convoyage où commence une inspection automatique. Avec des caméras haute résolution et des capteurs, on vérifie l'aspect extérieur des carcasses, absence de blessures, conformité de la taille et du poids. Des systèmes d'intelligence artificielle analysent les images et écartent les produits non conformes, garantissant que seules les carcasses de qualité passent aux étapes suivantes. Ensuite,
c'est l'étape de la plumaison. La volaille est plongée dans de l'eau chaude pour ramollir les plumes. La température doit être d'environ 60 degrés, donc c'est vraiment de l'eau bouillante. Puis, des machines automatiques avec des brosses rotatives et des systèmes d'aspiration enlèvent les plumes rapidement et efficacement. Ces installations peuvent traiter jusqu'à 10 000 carcasses à l'heure, ce qui rend le processus incroyablement productif. Après la plumaison, les carcasses subissent un traitement sanitaire, un lavage dans plusieurs chambres avec de l'eau purifiée, où on élimine les restes de saleté et les bactéries. L'étape suivante, c'est la découpe des carcasses en morceaux. Grâce à des découpeuses automatiques de haute précision et à des systèmes robotisés, on sépare les cuisses, les ailes, les poitrines et les autres parties. Chaque morceau passe un contrôle de poids et de qualité pour correspondre aux standards. Le poids de chaque partie est enregistré et l'information est envoyée au système de gestion de la production. En parallèle, on effectue des contrôles de sécurité microbiologique. Des échantillons aléatoires sont analysés en laboratoire pour garantir l'absence de pathogènes. Toute la production est ensuite étiquetée, emballée et dirigée vers la marinade ou la congélation. Ensuite, le poulet est mariné dans une saumure ou du bas-beurre, lait ribot, pour que la viande reste bien juteuse. Puis, chaque morceau est enrobé dans le mélange secret de 11 herbes et épices, qui est divisé en 2 parties et mélangé seulement juste avant de paner. Ça, c'est pour garder la recette secrète. Le poulet pané est ensuite frit dans une friteuse spéciale sous pression à une température d'environ 185 degrés pendant 7 ou 10 minutes. Cette méthode permet de conserver le moelleux de la viande et la panure devient croustillante et super parfumée. Après la friture, le poulet est refroidi et emballé, prêt à être livré dans les restaurants du monde entier. Mais si vous êtes plutôt bœuf, il est temps de jeter un œil à la fabrication du Big Mac chez McDonald's. Pour créer ce goût légendaire, McDonald's utilise uniquement du bœuf 100% frais provenant de fournisseurs certifiés, qui respectent les normes de sécurité et de qualité les plus élevées. La viande subit un contrôle rigoureux dès la ferme, puis à l'usine. Elle est hachée et transformée en steak, pesant exactement 45,4 grammes, la taille parfaite pour le burger classique. Pour conserver la fraîcheur sans aucun conservateur, les steaks sont rapidement congelés à une température de moins 18 degrés, ce qui permet de préserver leur jutosité et leur goût naturel. Les pains pour le Big Mac sont cuits sur de grandes lignes automatiques, où la pâte est pétrie avec des ingrédients naturels, façonnés et parsemés de graines de sésame. La cuisson se fait à une température d'environ 220 degrés, ce qui donne une texture tendre et moelleuse et un arôme agréable. Ces pains, c'est la base idéale qui se marie harmonieusement avec les autres ingrédients. Les légumes, laitue iceberg fraîche, oignons, cornichons marinés, sont soigneusement lavés et coupés, puis conservés dans des conditions optimales pour rester croquants et frais. Le fromage est coupé en fines tranches et la sauce est préparée selon une recette secrète qui ajoute ce goût inimitable. Dans les restaurants, les steaks sont grillés sur un grill à double plaque chauffante à une température de 218 degrés pendant seulement 42 secondes. C'est le temps exact qu'il faut pour obtenir une croûte appétissante à l'extérieur, tout en gardant la viande juteuse à l'intérieur. Ensuite, les employés assemblent rapidement et avec soin le Big Mac. Pain du bas, sauce, oignons, laitue, fromage, steak, pain du milieu, on répète les couches, et le pain du haut. Tout le processus, de la congélation des steaks à la présentation du burger fini, ne prend que quelques minutes pour que chaque client reçoive un Big Mac chaud, frais et délicieux. C'est pour ça que ce burger, depuis plus de 50 ans, reste le symbole adoré de la restauration rapide et de qualité pour des millions de gens dans le monde.
Saviez-vous que la pizza pepperoni chez Domino's, on la prépare depuis 65 ans? C'est à cette époque que deux frères ont acheté une petite pizzeria aux États-Unis, dans la ville d'Ypsilanti. Les frères ont payé un acompte de 75 $ et ont emprunté 500 $ pour couvrir les frais suivants. Les frères promettaient que chacun recevrait sa pizza en 30 minutes. Cette règle est restée inchangée jusqu'à aujourd'hui. Tout commence avec la pâte. La farine est mélangée avec de l'eau, de la levure, du sel et de l'huile dans de grands pétrins industriels. On laisse la pâte lever dans des conditions d'humidité et de température contrôlée pour qu'elle devienne moelleuse et élastique. Ensuite, on la divise en portions, on forme des disques avec des presses et on les refroidit rapidement pour conserver leur fraîcheur. La sauce tomate est préparée avec des tomates fraîches qui sont lavées, pelées et réduites en purée. La mozzarella est râpée et le pepperoni est coupé en fines tranches. Sur la base de pâte, on étale la sauce, on parsème de fromage, on dispose le pepperoni et on enfourne à une température d'environ 260 degrés pendant quelques minutes. Résultat, une pizza croustillante et parfumée, avec du fromage filant et des tranches de pepperoni bien relevées. Domino's Pizza, c'est la plus grande chaîne de pizzerias au monde, qui produit environ 1 milliard de pizzas chaque année à travers le globe. Leur tout nouveau centre de production de pâtes automatisé en Indiana est capable de fabriquer jusqu'à 50 lots de pâtes par jour, ce qui correspond à environ 88 000 pizzas quotidiennement. Impressionnant, non? Chaque année, l'industrie du verre transforme des montagnes de sable en plus de 150 millions de tonnes de produits cristallins. Imagine une ville entière construite uniquement avec le verre produit en une seule année. Des fenêtres qui nous isolent du monde extérieur et inondent de lumière nos espaces, aux délicates fibres optiques qui transmettent l'information à la vitesse de la lumière. Le verre est un matériau fondamental dans notre civilisation. Mais comment réussissons-nous à transformer quelque chose d'aussi banal que du sable en objet d'une telle pureté, d'une telle résistance et d'une telle polyvalence? Aujourd'hui, on va faire un voyage au cœur d'une usine de verre, où l'on va assister à une alchimie moderne incroyable, un processus où la science et l'ingéniosité transforment l'ordinaire en extraordinaire. Prêt? Le voyage du verre commence par la sélection méticuleuse de ses ingrédients magiques, une recette perfectionnée au fil des millénaires. Le composant principal, qui représente 70% à 75% du mélange, c'est le sable de quartz. Mais attention, pas n'importe quel sable. Il faut un quartz d'une pureté exceptionnelle, supérieure à 99%, pour éviter les colorations indésirables. Ce sable est extrait de carrières spécialisées et traité pour obtenir un grain fin et uniforme. À ses côtés, le carbonate de sodium, ou soude, joue un rôle crucial comme fondant. Il abaisse la température de fusion du sable, la faisant passer de 2300 degrés Celsius à 1500 degrés Celsius, ce qui représente une économie d'énergie énorme. Le troisième pilier, c'est le calcaire, carbonate de calcium, qui confère au verre sa stabilité chimique, l'empêchant de se dissoudre dans l'eau, et lui donne sa durabilité et son éclat. À cette triade fondamentale, on ajoute généralement du verre recyclé, connu sous le nom de calcin. C'est non seulement un geste écologique vital, mais ça facilite aussi la fusion et réduit encore plus la consommation d'énergie. Une fois que ces matières premières arrivent à l'usine, elles sont stockées dans d'énormes silos, comme des trésors de géants. Ici, la précision est le maître mot. Chaque ingrédient est pesé avec une exactitude presque nanotechnologique, grâce à des systèmes automatisés et informatisés, garantissant la perfection des proportions de la recette.
Ce mélange, appelé composition ou mélange vitrifiable, est ensuite transporté vers d'immenses mélangeurs industriels. À l'intérieur de ces machines, les différentes poudres sont mélangées et combinées jusqu'à obtenir une homogénéité absolue, formant une poudre fine et uniforme, prête pour l'étape suivante, la plus chaude. C'est à ce stade que, si l'on veut créer du verre coloré, on ajoute de petites mais puissantes quantités d'oxyde métallique, de l'oxyde de cobalt pour les bleus profonds, de l'oxyde de chrome pour les verts émeraudes, du sélénium pour les rouges vifs, ou même de l'or pour les tons rubis. Le cœur brûlant de l'usine, c'est sans aucun doute le four de fusion. Ce ne sont pas de simples foyers, ce sont des colosses d'ingénierie, revêtus de briques réfractaires, capables de supporter des températures extrêmes, et qui peuvent fonctionner en continu pendant une décennie ou plus. Le mélange vitrifiable, ou composition, est introduit en continu à une extrémité du four, qui peut atteindre des dizaines de mètres de long. À l'intérieur, la température atteint des niveaux infernaux, entre 1500 et 1600 degrés Celsius, dépassant la température de la lave volcanique. Sous cette chaleur implacable, les composants du mélange commencent à fondre, à réagir chimiquement entre eux, bouillonnant intensément tandis que les gaz emprisonnés s'échappent. Ce processus, qui comprend la fusion, l'affinage, élimination des bulles et l'homogénéisation, peut durer de 24 à 50 heures, garantissant que le verre fondu atteint une consistance uniforme et une pureté optimale. Le résultat est une mer de verre liquide, brûlant et visqueux, semblable à du miel doré incandescent, prêt à être maîtrisé et formé. Une fois que le verre a atteint son état liquide parfait, l'étape fascinante du formage commence. Pour la production de verre plat, celui qu'on trouve dans les fenêtres, les miroirs ou les tables, la méthode privilégiée est le révolutionnaire procédé float, ou procédé de flottage. Inventé dans les années 1950, ce processus consiste à déverser le verre fondu en un ruban continu et contrôlé, depuis le four sur un grand bain d'étain liquide, maintenu à une température précise dans une atmosphère inerte pour éviter l'oxydation. Comme le verre est moins dense que l'étain, il flotte dessus, s'étalant naturellement sous l'effet de la gravité et de la tension superficielle. Ça crée une feuille de verre avec un parallélisme parfait de ses surfaces, et une surface tellement lisse qu'elle n'a pas besoin d'être polie par la suite. L'épaisseur de cette feuille, qui peut varier des feuilles les plus fines de moins d'1 millimètre aux dalles robustes de plus de 2 cm, est contrôlée avec précision en ajustant la vitesse à laquelle le ruban de verre est tiré hors du bain d'étain. C'est de la haute précision. Pour donner vie à l'infinie variété de bouteilles, bocaux, verres et autres récipients creux, l'industrie utilise des machines de formage sophistiquées. La technique la plus courante est le soufflage-soufflage ou le pressé-soufflage, réalisé sur des machines individual section, qui sont de véritables merveilles d'automatisation. Une quantité précise de verre fondu, appelée goutte, à une température d'environ 1100 degrés Celsius, est coupée et introduite dans un premier moule, le paraison. Ici, grâce à un jet d'air comprimé ou à l'action d'un piston, on forme une ébauche creuse initiale. Cette ébauche, encore rougeoyante et plastique, est rapidement transférée dans un second moule, le moule final, qui a la forme définitive du récipient. Un autre souffle d'air dilate l'ébauche contre les parois du moule, la solidifiant dans sa forme finale. Ces machines peuvent avoir plusieurs sections travaillant en simultané, capables de produire jusqu'à 700 récipients par minute. C'est un balai mécanique de haute précision et de rapidité.
Quelle que soit la méthode de formage utilisée, le verre fraîchement formé, qu'il s'agisse d'une feuille continue ou d'une bouteille individuelle, a une température très élevée et surtout contient d'importantes tensions internes dues au refroidissement inégal de sa surface et de son cœur. Si on le laissait refroidir à l'air libre sans contrôle, ces tensions le rendraient extrêmement fragile, sujet à se casser au moindre choc ou changement brutal de température. Pour éviter ça, et donner au verre sa résistance caractéristique, il doit subir un processus de recuisson, annealing. Le verre se déplace lentement sur des rouleaux ou des tapis roulants à travers un long four-tunnel, appelé leer ou four de recuisson. À l'intérieur de ce tunnel, qui peut s'étendre sur des centaines de mètres, la température est contrôlée avec une précision extrême. Le verre est d'abord légèrement réchauffé pour uniformiser sa température interne et externe, puis il est refroidi très progressivement et de manière contrôlée, un processus qui peut durer plusieurs heures. Ce refroidissement lent permet à la structure moléculaire du verre de s'organiser et de se détendre, éliminant les tensions internes et lui conférant la stabilité et la résistance que nous lui connaissons. Une fois que le verre sort du leer, froid, stable et libéré de ses tensions, il est prêt pour les étapes finales de finition et un contrôle qualité rigoureux. Les grandes feuilles de verre float sont coupées à la taille voulue à l'aide de roues en carbure de tungstène ou de disques diamantés, souvent guidés par laser pour une précision parfaite. Les bords peuvent être polis ou biseautés pour améliorer la sécurité et l'esthétique. Ensuite, chaque pièce, qu'il s'agisse d'une feuille ou d'un récipient, est soumise à une inspection minutieuse. Des systèmes de vision artificielle modernes, équipés de caméras haute résolution et de capteurs laser, examinent la surface et l'intérieur du verre à la recherche du moindre défaut. Bulles, inclusions, distorsions optiques, variations d'épaisseur ou toute autre imperfection. Tout produit qui ne répond pas aux normes de qualité strictes est immédiatement rejeté et renvoyé au début du cycle pour être recyclé comme calcin. De nombreux produits en verre subissent un traitement supplémentaire. Par exemple, la trempe, qui consiste à réchauffer le verre et à le refroidir rapidement à l'air pour augmenter considérablement sa résistance jusqu'à 5 fois, le rendant idéal pour les portes de douche, les tables ou les vitres latérales des voitures. D'autres verres sont revêtus de fines couches métalliques pour créer des miroirs ou du verre solaire qui réfléchit la chaleur. Et voilà comment s'achève ce voyage extraordinaire. Ce qui a commencé comme de simples grains de sable s'est transformé, grâce à un processus complexe de chaleur extrême, de précision mécanique et de contrôle scientifique, en un matériau qui définit une grande partie de notre environnement bâti et technologique. Des humbles bouteilles qui conservent nos produits aux panneaux de verre sophistiqués qui habillent les plus hauts gratte-ciel du monde, le verre est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Et, peut-être, sa qualité la plus merveilleuse à l'ère moderne, c'est sa capacité infinie à être recyclé. Le verre peut être fondu et reformé encore et encore, sans jamais perdre sa pureté ni ses propriétés. Chaque fois que nous jetons une bouteille dans un conteneur de recyclage, nous contribuons à un cycle vertueux qui économise les matières premières vierges, réduit considérablement la consommation d'énergie dans la production, jusqu'à 30%, et diminue les émissions de gaz à effet de serre. Le verre, ce n'est pas juste un matériau transparent à la lumière, mais aussi un brillant exemple de la manière dont l'industrie peut se diriger vers un futur plus durable. La prochaine fois que vous tiendrez un objet en verre, prenez un instant pour apprécier l'incroyable odyssée de sa création.